Alors maintenant, on va parler de méthode scientifique. La méthode scientifique, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps. Et l'idée d'avoir une méthode, de raisonner de façon correcte, rigoureuse, sans influence par les dogmes, ça vient surtout de René Descartes dans un livre absolument extraordinaire qui s'appelle Le discours de la méthode, qui a été évidemment rédigé en français. Je dis évidemment en français parce que Descartes était français, mais en fait, c'est peut-être pas si évident que ça, étant donné qu'on écrivait aussi beaucoup de documents en latin. Mais Descartes voulait être compris par tout le monde. C'est là-dedans qu'on a le fameux cogito ergo sum, je pense donc je suis. Descartes n'a pas pu s'empêcher d'utiliser au moins une phrase de latin. Dans le discours de la méthode, qui a été écrit en 1637, ça fait quand même un bout de temps que les gens réfléchissent là, à la rigueur. Il y a un certain nombre de préceptes qui sont énoncés. Premièrement, ne recevoir aucune chose pour vraie tant que son esprit ne l'aura clairement et distinctement assimilé préalablement. Diviser chacune des difficultés afin de mieux les examiner et les résoudre. Établir un ordre de pensée en commençant par les objets les plus simples jusqu'aux plus complexes et divers, et ainsi de les retenir toutes et en ordre. Passer toutes les choses en revue afin de ne rien omettre. Ce sont des règles qu'on pourrait décrire comme étant le gros bon sens au niveau de la rationalité. Soit dit en passant, le terme rationnel, si je ne me trompe pas, bon, ça ne vient pas de Descartes, ça vient de l'époque où les philosophes grecs s'intéressaient au nombre entier et aux fractions, et les ratios, c'était vraiment l'essence de tout. Il fallait être rationnel. Donc, au niveau de la méthode scientifique, allons-y là, avec un peu plus de modernité, on doit avoir des théories ou des hypothèses. Et c'est absolument fondamental. Il faut qu'on puisse, à partir de ces théories, ces hypothèses, faire des prédictions. C'est ce qui va nous permettre, évidemment, de faire des expériences. Soit dit en passant, je voudrais tout de suite mentionner qu'une expérience, c'est vraiment essentiel dans le monde scientifique pour valider une théorie. Mais que c'est un concept qui peut se généraliser à des domaines où l'expérience est impossible. Par exemple, lorsqu'on observe l'univers ou lorsqu'on observe l'écorce terrestre à travers le passé. Mais dans ce cas-là, la prédiction et l'expérience pourraient se résumer à aller regarder quelque part où on n'avait jamais regardé avant. Et là, on pourra voir si les observations correspondent à la théorie et à la prédiction. Et ainsi de suite, le cercle continue. Ensuite, on pourra mettre à jour la théorie. Il y a eu des éléments importants dans le développement de la méthode scientifique. Bon, en premier, il faut commencer par avoir une rigueur au niveau de l'observation et de la description. Et ça, je pense qu'on doit ça en grande partie à Aristote. Ensuite de ça, évidemment, la naissance de la science au 17e siècle, dans les années 1600. Là, on peut parler des progrès extraordinaires de Galilée dans sa méthode. Galilée a commencé à faire des expériences, ce que les Grecs ne faisaient pas. Et c'est probablement l'élément crucial qui leur manquait, étant donné que
au niveau du raisonnement mathématique. Les Grecs avaient atteint un niveau de sophistication sans pareil. Les mathématiques des Grecs étaient absolument extraordinaires, la géométrie et tout ça, avec des preuves, théorèmes, actions, très rigoureux. Mais c'est vraiment au 17e siècle qu'on a commencé à faire de l'expérimentation. Et bon, on connaît Galilée là, un peu plus comme un porte-parole pour le modèle héliocentrique, mais Galilée, en fait, sa grande contribution, c'est plutôt d'avoir fait des expériences au niveau de la méthode scientifique, des petites expériences de physique intéressantes. Évidemment, au 18e siècle, on a Newton qui propose la première grande théorie scientifique, moderne, complexe, mathématique. Il a développé en parallèle le calcul différentiel et intégral pour réussir à préparer sa théorie. Et là, vraiment, ça va devenir là, l'exemple typique d'une grande théorie scientifique qu'on peut vérifier par l'observation. Évidemment, au 19e siècle, on a introduit aussi quelque chose qui a vraiment beaucoup d'importance pour nous, parce qu'on ne va pas faire de la physique, les probabilités, les statistiques, dans notre vision du monde, dans notre compréhension du monde, soit à cause de l'incertitude ou tout simplement pour parler de populations plus grandes qu'un seul individu. Au 20e siècle, l'informatique a évidemment impacté énormément tout ce qui est méthode scientifique. Par exemple, on a vu le théorème des 4 couleurs, première preuve mathématique qui a nécessité l'utilisation d'un ordinateur, parce que la preuve étant trop longue, elle ne peut pas être vérifiée par une personne. Et je dirais qu'au 21e siècle, vraiment, là, on arrive en sciences des données. Vous allez comprendre pourquoi. J'inclus les sciences des données au niveau de la méthode scientifique. Ce n'est pas un outil banal. C'est aussi important que l'avancée qu'il y a eu au niveau des probabilités et des statistiques. Donc, les éléments clés au niveau de la méthode scientifique, on a évidemment le rejet des dogmes. Donc, il ne faut pas juste accepter quelque chose parce que quelqu'un d'important l'a dit. L'indépendance de la politique et de la religion, on l'oublie beaucoup. Aujourd'hui, avec les mouvements écologiques, on a un lien très, très, très fort entre la politique et la science. Et on a un lien très, très fort entre la religion et la science dans d'autres domaines, par exemple au niveau de l'évolution, des choses comme ça. Et de façon générale, la science supporte très, très mal l'influence politique ou religieuse. Évidemment, on va utiliser la logique et les mathématiques, même en psychologie, c'est essentiel, premièrement, de raisonner de façon correcte. Et encore une fois, même dans les domaines comme la psychologie, on va utiliser des mathématiques. La partie expérimentale est fondamentale. On ne peut pas réellement faire de science sans faire d'expérimentation. Et Karl Popper, un philosophe qui était traumatisé en fait par des mouvements pseudo-scientifiques de son époque, entre autres le mouvement pseudo-scientifique sur l'historicité et sur la psychanalyse. Et Karl Popper a, par frustration face à ces pseudosciences, développé une définition, une méthode pour décrire qu'est-ce qui est scientifique et qu'est-ce qui ne l'est pas. Sa technique n'est pas parfaite d'un point de vue philosophique. Au niveau de l'épistémologie, de la philosophie des sciences, il faut aller un peu plus loin, mais de façon générale, c'est une règle extrêmement efficace, utile et puissante. On va parler de réfutation. Donc, pour que quelque chose soit scientifique, il faut qu'on puisse changer d'idée, il faut qu'on puisse observer quelque chose qui contredit notre théorie. C'est un problème qu'on avait, par exemple, avec la psychanalyse.
étant donné que peu importe ce que le patient décrivait, il y avait toujours une explication psychanalytique. Et donc, ce n'était pas possible de rencontrer, par exemple, un nouveau patient qui, après observation, contredirait la théorie psychanalytique. Évidemment, au niveau de la causalité, au niveau de la méthode scientifique, on va voir que ce qu'on appelle l'expérience en double aveugle, une expérience où on s'assure qu'il n'y a pas d'influence psychologique qui est excessivement importante. Et si ça vous intéresse, je pense que les travaux de Kuhn sur la stabilité des paradigmes scientifiques, sur la façon dont les paradigmes scientifiques changent, ça peut être des lectures intéressantes pour vous par rapport à ça. C'est une lecture un peu plus récente. Donc ici, je vous propose de Popper, The Logic of Scientific Discovery, et de Kuhn, The Structure of Scientific Revolution. Quand je dis plus récent, là, on parle quand même du début du 20e siècle.